Bonsoir, je vous propose de faire escale au pied des Tours de La Rochelle, en Charente-Maritime. La Rochelle, une ville qui puise une grande partie de son patrimoine génétique dans les eaux de l'océan Atlantique. Indépendante et parfois même rebelle, La Rochelle a tracé au fil des siècles un sillage original dans le paysage maritime français. Ce soir, nous allons voir ensemble que l'esprit rochelais est toujours présent dans une région où vivre l'Atlantique est un art. Un art de vivre qui se décline en mer, à terre et même à quai. Ils sont nombreux à La Rochelle, ceux dont la maison est sur l'eau. Certains préparent en famille leur futur tour du monde, d'autres restaurent le vieux gréement dont ils ont fait leur logement. Vivre l'Atlantique quand on a 20 ans, c'est aussi travailler sur l'eau. Le monde maritime est une pépinière d'activités aux multiples facettes. À chacun sa vocation et sa motivation. Commerce, nautisme ou encore pêche au chalut, chacun trouve sa voie et son bonheur. C'est pas bon mon métier? Ouais, c'est pas en étant dans un bureau qu'on va voir ça. Quand toutes les mers du monde viennent à la rencontre du visiteur, c'est le pari de l'aquarium de La Rochelle. En immersion dans les coulisses de ce lieu magique, nous partagerons le travail des uns et l'émotion des autres. Sur les plages de l'île de Ré, ils font partie du décor. Dernier vestige du mur de l'Atlantique, certains blocos ont retrouvé une deuxième vie. Ah, il y a un petit pique-nique et on pique une tête? Bien loin de leur vocation initiale. Waouh! Voilà. Faire d'une masse de béton froid un cocon douillet, c'est le défi que partagent ces passionnés. Voilà. Le beau domaine. Ça, c'est merveilleux, là. C'est absolument super. Symbole de guerre devenu havre de paix, encore une autre manière de vivre à l'Atlantique. Pour débuter notre périple rochelais, je vous propose une incursion au cœur de la ville. Là où s'est écrite au fil des siècles une épopée parfois mouvementée. Pas besoin de livres, ce sont les rues, les maisons et les quais de La Rochelle qui nous racontent cette histoire tour à tour héroïque, opportuniste ou brutale. C'est une des villes de France les plus chargées d'histoire. En s'approchant de ces célèbres tours, vous allez pouvoir plonger dans le grand livre d'une cité qui fut l'une des plus libres de son temps. Héroïque, opportuniste ou brutale, voici quelques pages de l'histoire d'une ville qui ne laisse pas indifférent. Conférencière et écrivaine, Marion Givlet-Baudois sera la première de nos guides à mettre nos pas dans l'épopée d'une ville singulière. Les gens sont venus ici en général de la région, mais quelquefois de beaucoup plus loin. Et le nom de la ville, c'est une petite roche sous l'actuelle place de Verdun, à peu près 9,60 m d'altitude. C'était La Rochelle, la petite roche. Sérieusement endommagé par un incendie, l'hôtel de ville est un des monuments les plus appréciés des Rochelais. Géraldine Gilardot et Annick Notaire nous feront découvrir ces trésors cachés. Avoir perdu l'hôtel de ville, c'est dramatique, mais on peut reconstruire une œuvre d'art, on ne peut pas la refaire. Jean-Marie Digou est avocat. Alors il ne pouvait pas ne pas s'intéresser à l'une des pages les plus sombres de la justice en France, le bagne. Tous les bagnards sont passés par La Rochelle. Tous ces condamnés qui avaient fait la une de tous les journaux à l'époque, les grands procès, ils sont tous passés par là. Le 28 juin 2013, un court-circuit accidentel déclenche un incendie dans l'hôtel de ville de La Rochelle. Les flammes, fort heureusement, ne font pas de blessés, mais endommagent gravement ce monument vieux de plusieurs siècles. Ce jour-là, c'est toute une partie du cœur historique de la ville qui brûle.
Et la tristesse des Rochelais est aussi grande que le symbole qui s'en va en fumée. Depuis, la mairie a été recouverte d'un immense parapluie qui la protège des intempéries. Il ne protège malheureusement pas les Rochelais du désarroi d'avoir perdu ce bâtiment. Ce qui était très impressionnant, c'était la fumée, l'odeur aussi. Il y avait une odeur très particulière. Et après, très vite, par sécurité, on a été poussés. Donc j'étais avec des centaines de personnes sur la place, des collègues, à pleurer devant le bâtiment. Surtout, ce qui était le plus impressionnant, c'était ce vent qui poussait comme ça sur la toiture et les ardoises qui sautaient une par une, comme un château de cartes qui s'effondrait. Et là, les larmes. Et beaucoup de gens étaient complètement impuissants. Que faire dans ces moments-là, en effet. Chargée du patrimoine et du suivi des travaux à la mairie de La Rochelle, Géraldine Gilardot et Denis Métayer nous font visiter le bâtiment, dont la partie médiévale a été détruite par l'incendie. Le fait de voir Henri IV, il y a toujours un côté qui nous réconforte. Même s'il y a eu un peu chaud aux fesses, si on peut dire. Et ce qui a disparu malheureusement, c'est le sabre en bois, qui lui a péri dans les flammes. Et Henri, que l'on appelait le bien bon ami des Rochelais, qui a vécu quelques années à La Rochelle et qui a traîné ses bottes en effet sur le vieux port de notre ville. Cet hôtel de ville est particulier, c'est le plus vieil hôtel de ville conservé en France. Il a été le théâtre de nombreux sièges et c'est vrai que pour les Rochelais, c'est un immeuble extrêmement important. Donc là, les deux poutres que vous voyez sont les deux poutres qui restent, qu'on a gardées pour que la façade ne bascule pas complètement. Le feu s'est propagé dans ces combles de la salle des fêtes. Et en fait, on avait cette porte coupe-feu qui était fermée et qui a bien joué son rôle. Comme vous pouvez le voir, la peinture est intacte du côté non sinistré et elle est complètement cramée de l'autre côté. L'hôtel de ville, c'est aussi le symbole de la souveraineté politique d'une ville qui a toujours voulu une totale liberté dans la gestion de ses affaires, tout en restant fidèle au roi. Marion Baudoin-Givlet est aujourd'hui l'une des guides les plus expérimentées sur le sujet. C'était pas une région de marins du tout, mais c'était des négociants, c'était vraiment des gens qui étaient venus créer cette ville. Ce sont des bourgeois, souvent des petits bourgeois, puis toutes les corporations de métiers, ils organisent leur ville parfaitement bien. Et les ducs d'Aquitaine c'est une sorte de récompense. Au milieu du XIIe siècle, on n'a pas la date exacte, ils vont leur donner une charte de commune libre. Et donc cette ville libre est autonome dans le royaume de France et elle l'est 50 ans avant Bordeaux, Niort, Angoulême, Saintes, Poitiers, toutes les autres villes de l'ancienne Aquitaine. Tout autour, il y avait des marécages. Donc la ville est complètement coincée entre ces marais et la mer et il n'y a aucun fleuve, ce qui est très étonnant. Cette baie est creusée par la mer, donc aucune sortie vers l'intérieur, ce qui va causer beaucoup de problèmes aux Rochelais. En cas de blocus d'ennemis, la ville est coincée. La chance de La Rochelle et de sa région, l'Aunis, c'est de posséder des atouts climatiques qui compensent l'absence d'un fleuve et de connexion vers l'intérieur du pays. Le développement de la toute jeune cité va coïncider avec l'arrivée de moines cisterciens qui s'installent sur l'île de Ré et créent l'abbaye des Châteliers. Ils vont développer la culture du sel et de la vigne. Le sel est alors le seul moyen de conserver les aliments et La Rochelle est un des centres de production les moins éloignés des pays nordiques. Quant au commerce du vin, il suscite sur les côtes occidentales de l'Europe un important trafic maritime dès la fin du XIIe siècle. Le vignoble de La Rochelle était alors très apprécié. Les Rochelais se retrouvaient donc avec beaucoup de sel et de vin et on va aller le vendre vers l'Angleterre, l'Irlande et tout le nord de l'Europe en cabotant, en s'arrêtant chaque nuit dans les ports pour aller jusqu'en Baltique et en mer du Nord. Le sel de l'Aunis, la province nord de La Rochelle, enfin de la Charente on va dire, au-dessus du fleuve Charente, le sel de l'Aunis était très connu. Mais également le petit vin blanc d'Aunis qui était fruité, qui était aussi dans les guides du XIVe siècle des vins de France. Dans le nord de l'Europe, La Rochelle va aller vendre son sel et son vin
à une puissante association de ports marchands, la Ligue hanséatique. Voici Lübeck, en Allemagne, sur la mer Baltique, surnommée la reine de la Hanse avec ses célèbres greniers à sel. Une architecture que l'on retrouve aussi à Bergen, en Norvège. Pendant 5 siècles, des villes comme Amsterdam, Brême, Stockholm feront partie de cette ligue et échangeront de la laine, des harengs, de l'ambre, du charbon contre le sel et le vin. Et bientôt, ces marchands venus du Nord viendront même s'installer à La Rochelle. Je viens vous parler de mon ancêtre Bonaventure Godet, le premier des Godets à être arrivé en France en 1550. Et il a reçu ce papier, on a retrouvé la trace, c'est signé par le roi de France, Henri IV, qui lui délivre à maître Bonaventure Godet un remerciement pour la qualité de ses eaux de vie, ce qui était un grand honneur. Et Bonaventure, c'est quel niveau d'ancêtre? Bonaventure, c'est le premier des Godets. On a calculé que je serais le 15e descendant des Godets en partant de lui, à être installé à La Rochelle. Et lui s'était installé à La Rochelle pour venir acheter du sel et du vin blanc qui étaient plantés dans la région. Il venait d'où? Il venait de Hollande. Jean-Édouard Godet dirige aujourd'hui à La Rochelle une entreprise familiale spécialisée dans les eaux-de-vie de Cognac. Aujourd'hui, un produit noble, mais dont les Hollandais sont un peu à l'origine, en ayant eu un jour l'idée de distiller le vin pour qu'il se conserve mieux. Pas mal de Hollandais s'exerçaient un petit peu à l'art de la distillation. Ils ont essayé de distiller des pierres, mais on essayé aussi de distiller des baies de genièvre, des feuilles de pin, tout un tas de choses. C'était un esprit de découverte et ils ont commencé vraiment à mettre en place un principe de distillation qu'on a appelé le vin brûlé. Traduction en hollandais, ça fait brandywine. C'était compliqué à prononcer. Les Anglais qui faisaient aussi du commerce avec la région ont trouvé que c'était imprononçable mais que le produit était bon. Ils ont contracté les deux mots pour en faire le mot brandy, qui est aujourd'hui resté dans l'usage courant. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a commencé à arriver à un produit qui se faisait vieillir dans des barriques pour arriver jusqu'à aujourd'hui à un produit qui est complètement contrôlé par l'appellation cognac. Une maison à Redans, des façades à poulies. Dans son architecture, La Rochelle a gardé quelques traces de ce commerce avec les villes de la Ligue hanséatique. Mais un des quartiers de la ville lui rend hommage, le Gabu. On a construit il y a un peu plus d'une quinzaine d'années tout ce quartier du Gabu avec un architecte du Danemark. Et c'était vraiment pour rappeler ce commerce de sel et de vin avec le nord de l'Europe. C'était voulu, les couleurs d'Europe du Nord, les toits, c'est exactement ça. Sur la façade de l'hôtel de ville, le blason de La Rochelle se part d'un bateau typique de la mer du Nord, un cog, et montre bien à quel point la Ligue hanséatique fut importante pour la ville. Des années de travaux seront nécessaires pour remettre en état le bâtiment. Pour Géraldine Gilardot, le bon côté de l'histoire, c'est que toutes les œuvres d'art ont pu être sauvées, dont le bien bon ami des Rochelais. J'ai encore souvenir cette image des pompiers qui prenaient soin de retirer les clous. Et lorsqu'ils ont descendu Henri IV, je leur ai proposé d'aller au musée qui est juste à quelques mètres en y allant à pied. Il n'y a eu aucune hésitation. Les pompiers avaient sauvé le roi. Et il y a eu un moment de bonheur en fait dans ce drame qui a été vécu à cet instant. En attendant d'être pour certaines d'entre elles restaurées, les œuvres d'art sauvées de l'incendie sont aujourd'hui entreposées au musée des Beaux-Arts. Géraldine Gilardot y retrouve Annick Notaire, la conservatrice. Alors là, on a la copie du masque mortuaire de Henri IV. On a les sabres d'abordage aussi. Voilà, donc ça, c'est du rapide après l'incendie. Alors, monsieur le maire raconte qu'effectivement, il voulait, à l'instar du masque, sauver les sceaux de la ville. Et il a demandé à un des pompiers de descendre les sceaux de la ville. Et quand il a vu le pompier descendre de l'échelle, il l'a vu descendre avec ce seau.
Et alors il s'est dit, mince, je me suis mal exprimée. Il a compris que c'était un seau et pas les seaux. Et en fait, le pompier. Mais le pompier a sorti les seaux dans le seau. Donc là, je crois qu'on doit avoir le fameux Henri IV. Voilà, nous avons Henri IV sous cette protection. Donc ça, c'est un tableau qui a été refait au 19e. C'est une copie donc de Porbus. L'original est au musée du Louvre. Si Henri IV est aimé des Rochelais, pourtant rétif à toute autorité, c'est qu'il est aussi le roi qui signa l'édit de Nantes, traité de paix qui mettait fin aux guerres de religion et ouvrait une période de tolérance pour les protestants. Car libérale et commerçante, La Rochelle a embrassé les thèses calvinistes et devint au XVIe siècle un des principaux foyers du protestantisme en France. Cette religion protestante qui est plus stricte leur va mieux. On se dirige tout seul, on décide de sa ville, de son commerce, de sa politique. Et ça leur va beaucoup mieux qu'un grand seigneur qui viendrait leur dire « faites ci, faites ça ». Ça n'a jamais été à La Rochelle, pratiquement jamais. Donc c'est comme ça qu'ils vont adhérer au protestantisme, effectivement. Pour le commerce, pour la liberté de penser, la liberté de se diriger, pour toutes ces idées en même temps et un peu par rébellion. Au début du XVIIe siècle, La Rochelle entend préserver sa liberté de culte, mais aussi celle d'entretenir directement des relations avec des puissances étrangères, en particulier l'Angleterre. Pour Louis XIII, fils d'Henri IV, cet État dans l'État ne peut plus durer. Il décide de soumettre définitivement cette ville rebelle avec l'aide de son principal ministre, son stratège, le cardinal de Richelieu. Comment étouffer La Rochelle, semble-t-il se demander? En coupant son accès à la mer. Alors la bouée qu'on voit là-bas, c'est la balise Richelieu, pour l'éternité peut-être, puisque c'est exactement ici que passait la digue construite par Richelieu. Rouge comme sa robe de cardinal. C'est une des grandes dates de l'histoire de France. En 1628, Richelieu, sur sa digue, bloque l'entrée du port de La Rochelle aux Anglais venus aider la ville. Richelieu a acheté dans tous les ports de France tous les bateaux qui étaient un peu sur leur fin de course ou inutilisables, les a fait venir à La Rochelle, les a lestés de pierre et les a coulés en place. Et c'est grâce à ces vaisseaux coulés qu'on a pu avoir une fondation un peu stable sur lesquelles ensuite on a continué à édifier la digue. Bientôt, toute la ville sera encerclée par des fossés et des fortins. Aucune nourriture ne peut entrer. Mais la résistance des Rochelais est héroïque, portée par la bravoure du premier d'entre eux, le grand marin Jean Guiton, qui vient d'être élu maire de la ville. En fait, ce qui est très étonnant dans l'histoire, c'est que Richelieu a 42 ans, Jean Guiton a 42 ans, et ça devient un véritable bras de fer entre les deux hommes. Celui qui est pour le royaume fort et l'obéissance au roi, et celui qui est pour la liberté de la commune, la liberté de foi, le protestantisme, la liberté économique et politique. Ils vont aller tous les deux jusqu'au bout, à un détail près. L'armée royale, ici, est ravitaillée, mais pas La Rochelle. Et ça va durer 13 mois et 20 jours, très exactement. On pense qu'il y avait dans La Rochelle au plus 25 000 habitants, peut-être un peu moins, mais il n'en reste pas 5 000 en vie. Ils sont morts de faim et de soif dans les murs de la ville. Hécatombe totale. La Rochelle est vaincue et capitule sans condition. Louis XIII vient se faire remettre les clés de la ville. Jean Guiton part en exil. Martyrisée, La Rochelle va pourtant très vite se remettre grâce à son sens du commerce. Richelieu, par rancunier, veut faire de la ville le grand port de l'Atlantique. Alors, quelques années à peine après la fin du siège, la ville ouvre déjà des relations maritimes avec la Nouvelle-France, aujourd'hui le Canada, et surtout avec les Antilles où se développe l'esclavage dans les champs de canne à sucre. Installé dans l'ancien hôtel particulier d'un planteur, le musée du Nouveau Monde de La Rochelle
fut le premier à parler du passé négrier d'un port français et évoque sans détour l'enrichissement de la ville avec la traite. De l'achat des Noirs. Moins connue est la collection d'ex-voto de la cathédrale de La Rochelle. Classée aux monuments historiques, elle raconte aussi le passé maritime de la ville et des tragédies qui l'accompagnaient. Alors un ex-voto, c'est tout simplement le jour où un marin est pris dans une tempête effroyable et il promet, il fait ce vœu voto de rapporter, s'il revient à La Rochelle, enfin chez lui, de faire un tableau racontant son naufrage pour remercier Dieu, la Vierge, un saint de l'avoir sauvé. Ce qui est intéressant dans ces tableaux, c'est qu'il raconte l'histoire de La Rochelle et surtout du commerce rochelais. Celui-ci le porte dans son nom. Le Louise du Canada, mi-XVIIIe siècle. C'est un bateau, on le voit, qui est en très mauvaise posture. Les marins implorent la Vierge qui elle-même implore le ciel. Ce bateau allait chercher des fourrures, toutes les fourrures qu'on rapportait du Québec. Celui-ci est intéressant aussi, il s'appelle le Saphir. Et sur le pont, on a des esclaves noirs qui implorent le ciel. Le bateau est arrivé quand même à Saint-Domingue, donc il a probablement un jour rapporté à La Rochelle, à son armateur, du sucre, du cacao, du café, du coton, toutes ces denrées coloniales. De cette époque restent aujourd'hui ces grandes demeures d'armateurs et de négociants qui ont fait fortune avec le commerce triangulaire. À La Rochelle, il est surprenant de voir comme l'histoire peut faire des bonds au gré des trottoirs et des passerelles que l'on emprunte, des bâtiments que l'on visite. Comment imaginer ainsi que l'actuel palais de justice évoque une des pages les plus sombres de l'histoire judiciaire française? Ici se trouvait autrefois l'ancienne prison de La Rochelle. L'avocat Jean-Marie Digout nous en ouvre les portes. Alors évidemment, ces geôles sont très particulières puisqu'elles sont chargées d'histoire. Bon, il faut quand même se dire que tous les bagnards sont passés par La Rochelle. Les bagnards des plus anonymes aux plus célèbres. Quand je dis les plus célèbres, c'est les rescapés de la bande à Bonneau, par exemple, le fameux Eugène Dieudonné qui est passé par là, Seznec, évidemment, Henri Charrière, qui à l'époque était vraiment un anonyme parmi les anonymes. Il était connu avec le livre Papillon qu'il a fait bien plus tard, quand il est sorti, en 1969. Tous ces condamnés qui avaient fait la une de tous les journaux à l'époque, les grands procès, ils sont tous passés par là. Il descendait la rue du Palais, il passait sous la grosse horloge et il longeait le quai vers nous jusqu'au niveau du dernier café, là, parce qu'il y avait juste en face un espèce d'appontement en bois où accostaient les bateaux de la compagnie Rétès de navigation qui assurait la liaison régulière entre le port de La Rochelle et le port de Saint-Martin-de-Ré. Et évidemment, les Rochelais, c'était l'attraction. Ils se précipitaient sur le port pour voir les apercevoir, voir les toucher, parce que sur les photos, on voit que les gens sont tout près. Et pour eux, c'était un souvenir que d'avoir pu être aperçu à côté de tel ou tel criminel. Mais tout ça, c'était annoncé dans la presse. On savait que tel jour allait passer à La Rochelle telle célébrité dont la presse avait parlé pour ses exploits, pas toujours très glorieux, mais en tout cas ses exploits. Les reporters et leurs lecteurs sont friands des histoires commises par ces criminels qui s'en vont au bagne. Alors à chaque passage de bagnard, la presse populaire fait ses choux gras de la transportation des condamnés. Parmi ces journalistes, un certain Georges Simenon vient régulièrement au Café de la Paix écrire ses articles. Georges Simenon est venu plusieurs années de suite dans les environs de La Rochelle, entre 1932 et 1938. Il arrivait tous les matins à cheval au Café de la Paix, il attachait son cheval à un anneau, il s'installait pour écrire. Il était romancier, Simenon, mais en fait il était aussi pigiste pour différents journaux, comme Voilà, Détective. Il a écrit beaucoup d'articles sur le bagne. De La Rochelle, les bagnards rejoignent d'abord le pénitencier de l'île de Ré. Ici, ils sont rassemblés en attendant le grand départ en bateau vers la Guyane. 3 semaines de navigation, enfermés à fond de cale pour arriver au bagne.
Le bagne est une machine à broyer. Prisonniers politiques comme bandits de la pire espèce. Beaucoup de ces hommes ne reviendront pas vivants de l'enfer pénitentiaire. Touché par ces destins, Jean-Marie Digou a voulu les raconter, les réhabiliter même. Des plus anonymes aux plus célèbres. Alors l'avocat a sorti ses crayons et s'est mis à dessiner. Aujourd'hui, ces BD sur le bagne sont publiés et utilisés comme support pédagogique dans les écoles. J'ai raconté le passage des bagnards à travers un personnage complètement fictif, imaginaire, mais à qui j'ai fait refaire le trajet qu'ont fait tous les bagnards. C'est-à-dire d'abord le passage à La Rochelle quand ils arrivaient. J'ai insisté aussi sur quelques épisodes clés dans l'histoire du bagne. Là, je fais apparaître les fourgons cellulaires qui ont transporté les bagnards donc, par camion à partir de 1933. Avant, c'était par le train. Et c'est une tâche, en fait, hein, le bagne. Hein. On a longtemps voulu le cacher, donc c'est aussi un moyen d'en parler. Et quelque part, oui, quoi qu'ils aient fait, hein, même les pires criminels ou les simples récidivistes, c'est presque indigne de leur avoir fait subir ce traitement, on va dire. La Rochelle a traversé les siècles. Bien sûr, parfois ballottée par l'histoire, la subissant, mais essayant le plus souvent possible d'être maître de son destin. Près d'un millénaire après son établissement, la ville est toujours là, face à l'océan. Comme un vaisseau indestructible qui protège ses habitants. Aujourd'hui comme hier à La Rochelle, le port est au cœur de la ville. L'océan ici est plus qu'un décor, c'est un art de vivre. Vivre l'Atlantique, c'est aussi parfois vivre sur l'eau. Il y a ici tout un petit monde dont on ne soupçonne pas toujours l'existence. Nous partons à présent à la rencontre de ce petit monde et de ses habitants. C'est la fin de l'été à La Rochelle. Le port est toujours animé et les terrasses sont bondées. Il y a les touristes de passage et ceux qui, sur les quais, sont chez eux. On va où, Paol, là? On va au bateau. On va au bateau. Où Hélène et Fabien vivent à bord de leur voilier avec leurs 2 enfants, Yuna et Paol, depuis 2010. Alors dès l'entrée du ponton, leur fils s'est transformé en petit navigateur. Il nous a dit l'autre jour qu'il voulait marcher sur l'eau, donc on lui a dit qu'il y en avait un qui avait essayé avant et... non, c'est parce qu'il y a un risque qu'il tombe par-dessus bord à tout moment et qu'on habite sur l'eau et qu'on n'a pas envie de penser à ça, donc voilà, on met le gilet, comme ça règle le problème, quoi. S'il tombe, eh ben il flotte. Et voici leur maison. Descends, mon chat, dépêche-toi. Fatigué, toi, hein? Tu vas faire un gros dodo, là, hein? Non, faut pas gagner comme moi. Moi, j'ai pas le droit de gagner. Non. Moi, ça fait longtemps que j'avais l'idée d'avoir un bateau et de vivre à bord. Bon, Hélène aussi, je pense. Vas-y. Bah moi, c'est une longue histoire. C'est parce que j'ai grandi sur un bateau quand j'avais 7 ans. Et jusqu'à mes 15 ans. Ça, c'est moi, avec ma sœur. Ça, c'est aux Antilles, c'est aux Grenadines. Donc voilà pourquoi on veut partir, pour que nos enfants, le matin, réveillent, ils aient cette couleur. Mais c'était ça, hein. C'est quand même une chouette vie, quoi. Des mouillages au Venezuela, là, des îles désertes. C'était génial, quoi. Attends, on va peut-être enlever le blouson avant de jouer au parking, là. On a un projet de départ dans 1 an et demi et que...
Et que le meilleur moyen de mettre de l'argent de côté, c'est d'essayer de faire des économies de frais et avoir un pied-à-terre et un bateau, ça c'est pas possible. On peut pas se permettre de payer un loyer et en plus de payer le port, quoi. À bord, ils ne payent pas d'impôts locaux, seulement 350 € de frais de port par mois. Alors vous faites le bain avec une bouilloire électrique? Eh oui, puisque nous n'avons pas d'eau chaude, n'est-ce pas? Le programme c'est d'aller dans les mers chaudes, donc l'eau chaude sous le soleil c'est pas vraiment indispensable. On a fixé une date parce que sinon on aura toujours une bonne excuse pour pas partir, parce qu'on n'est pas prêt ou parce que... Donc on a fixé la date à juin 2015. Donc juin 2015 on s'en va, quoi qu'il en soit. Il y a les voyageurs et les casaniers. C'est leur passion pour la voile et leur attachement à cette région qui ont guidé Ariane et Pierre vers La Rochelle. Attachés au centre-ville historique, depuis leur rencontre en 1999, ils n'ont quasiment jamais habité à terre. L'intérêt par rapport à plein de ports qu'on connaît, c'est que le port est véritablement dans la ville. On est à 5 minutes du centre, les tours de La Rochelle, l'aquarium, c'est vraiment au cœur, c'est au centre de tout. On travaille à 2 pas du port, on vit dans le port, pour moi c'est super. Ariane et Pierre ont leur atelier de sculpture un peu plus loin, dans un espace de 300 mètres carrés. Leur fille, Océane, y a même un grand bureau, juste pour faire ses devoirs. Oui, ça aurait fait un joli loft, hein. Il y a matière à faire une belle habitation dans cet atelier, mais on avait besoin d'espace pour notre travail, pour l'activité, pour cet atelier de sculpture qui mérite cet espace. On a choisi d'habiter sur le bateau, peut-être parce que justement, sur le bateau, on est sur un petit espace. C'est peut-être le contraste entre cette nécessité de voir la mer, de voir l'horizon, de voir loin, et de se retrouver dans un endroit un peu limité, un peu enfermé, très chaud, protégé, qu'est le bateau. Et l'association des deux, c'est ce qui nous apporte l'équilibre. Ariane et Pierre ont déjà tenté l'expérience de vivre sur Terre, dans une grande maison avec jardin. C'était presque drôle parce que finalement on habitait dans quelque chose qui faisait 600 mètres carrés, on habitait dans 2 pièces. On avait recréé une ambiance de bateau dans cette maison. C'est dans le bassin des Chalutiers qu'ils ont décidé de poser l'ancre. Exit leur voilier, Ariane et Pierre vivent désormais à bord du Santa Lucia, un bateau beaucoup plus confortable, tout en bois. On n'avait plus beaucoup le temps de naviguer avec la nouvelle activité et l'atelier. Et on a découvert ce concept d'houseboat. Et ben, c'est parfait. Maison. Bateau maison, oui, tout à fait. Concept américain des années 70. Donc bateau tout à fait marin, mais qui est fait pour rester à un endroit. Il y a quand même une notion de liberté, de choix de la place où on est, de l'endroit où on se trouve. Et on est très casanier avec un bateau où on se déplace avec sa maison, son chez-soi et tout son environnement. À chacun son histoire d'amour avec la mer et ses raisons de vivre à bord. Nicolas, lui, travaillait dans le commerce du bois. Si vous voulez envoyer la grand voile, on est face au vent. Hein. Il a changé de boulot et de mode de vie. En 2010, plutôt qu'un appartement, il a décidé d'acheter le bateau de ses rêves, une yole de 20 mètres, tout en bois. C'est mon premier bateau, oui, tout à fait. Ouais. C'était assez surprenant. C'était une famille un peu de marins, mais j'étais pas le plus marin dans la famille. C'est un peu surpris quand j'ai voulu acheter un bateau en disant que je voulais vivre dessus. Ouais, je me souviens de la première manœuvre que j'ai fait avec le bateau. Ah, ça fait quelque chose et c'est pas évident. Ouais. Aujourd'hui, il maîtrise les manœuvres et il en fait profiter des clients, car il s'est lancé dans le charter. Client ou ami, son bateau est avant tout un état d'esprit. C'est bon devant ? Il y a des grosses populations de phoques. Ils viennent pas jusqu'ici. Hein. Non.
C'est un peu plus à la cool, entre potes, naviguer pour vraiment se faire plaisir sans avoir besoin d'arriver premier. Dans un climat plus convivial, puis avec un bateau qui a de l'histoire, qui est joli, qui est accueillant. Quand j'ai décidé d'acheter ce bateau-là, je n'avais aucune idée du travail que ça demandait d'entretenir un bateau de cette taille-là. Vieux bateau qui a quand même 80 ans, donc qui a déjà les traces du temps. Et justement parce que je ne savais pas tout ça, je me suis lancé. Et voilà, si j'avais eu conscience de tout ça, ça aurait été fait différemment et pas tout seul. Et attention. Voilà. Retour sur le port. Tu fais quoi là, Hélène? Je fais plein d'eau, je fais plus d'eau. Et donc en fait, tu te branches où là? Bah je me branche sur le ponton parce que c'est... Voilà, il y a qu'à ouvrir le robinet et il y a l'eau qui arrive, mais on a 250 litres d'eau dans le bateau, donc on n'est pas branché en direct. Donc quand c'est vide, bah faut remplir. Pendant que ses enfants sont à la crèche, où Hélène n'a pas une minute à elle. Elle doit ranger et ranger encore. Pas facile de loger toutes ses affaires dans 15 mètres carrés. Ah ça c'est le coin des enfants. Bah, d'ailleurs ça se voit, hein, c'est le roof il rétrécit quand on passe. Donc ça commence là parce qu'on a acheté c'est pas très marin, mais on a des rangements pour l'instant au port qui nous permettent de ranger le bazar des gamins, enfin plutôt du plus grand pour l'instant. Et après on arrive dans leur petit monde avec des petits lits, des petits placards, des petites boîtes pour mettre les livres, des petits rangements par-ci par-là pour mettre les chaussures, les chaussettes, parce qu'il faut trouver de la place pour mettre tout ça, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime dans le bateau, c'est que vu la taille, c'est vite rangé, vite nickel. Et vite on passe à autre chose. Les tâches ménagères ne remplissent pas ma journée. On n'a pas besoin non plus de tout dans une maison. Et on s'encombre de beaucoup de choses absolument inutiles. Donc moi j'ai tout. Même des penderies, des tiroirs, un chien. Et pourtant ça c'est pas essentiel, hein, et ça prend de la place. Viens ma fifi. Reste le huis clos, inévitable. À partir du moment où on ne vit pas à bord, en réalité, on habite à bord, on a un travail ailleurs, on voit les gens ailleurs, ça devient un lieu absolument magique. Effectivement, je pense que si on devait passer 20 heures par jour à l'intérieur, ça deviendrait lourd. Mais là, non, là c'est absolument parfait. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on ne peut pas s'isoler en fait, c'est un peu le problème. Mais d'un autre côté, on va partir en balade tous ensemble et on ne pourra pas plus s'isoler, donc tout de suite on est dedans et tout de suite on s'habitue. Nous on est venu à bord, j'étais enceinte, ça aurait pu être compliqué. Mais ça s'est bien passé. Ça se passe bien, ça continue à bien se passer. Et le fait que les enfants soient nés à bord et grandis à bord, ils ont que ça comme repère. Tout est à leur portée, ils nous voient tout le temps. Ils sont contents. Oh, puis un bébé, je crois que quand ils ont leurs parents et qu'ils vont... Oh, bah ça va pas assez vite. Qu'on leur donne à manger. Bah oui. Si on leur donne à manger, on leur fait des câlins, ils ont leur papa, leur maman, leur grand frère. Les enfants sont couchés, donc c'est le moment où je me pose et c'est le moment où je vais me laver parce que c'est le seul moment que je peux trouver dans la journée, enfin dans la soirée pour aller prendre ma douche dans la capitainerie qui est au bout du quai là-bas. L'hiver c'est dur, quand il fait froid, on n'a pas envie de sortir et pourtant il faut quand même aller se laver, donc mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, ça va pas durer. Tiens, regarde. Tchac.
Fanny, c'est pas comme ça. Fanny, comment tu l'écris, Fanny? C'est le week-end. Nicolas profite de ses enfants à bord de sa yole. Et tu sais écrire Simon? Le fait d'être sur le bateau, il y a toujours, t'as toujours les bruits qui t'entourent. Des fois, en pleine nuit, on entend le pont-levis qui se lève et on sait qu'il y a un bateau qui rentre ou qui repart. On entend les poissons qui sautent un peu dans le port ou qui viennent se taper contre la coque. C'est toujours être plutôt vers le voyage et l'ouverture plutôt que vers de se renfermer chez soi dans sa maison, quoi. Michel, c'est la vigie du port. Chaque matin, il compte les bateaux et ceux qui les habitent. À La Rochelle, une centaine de personnes vivent à bord toute l'année. Bonjour. Bon, la nuit, elle n'a pas été trop fraîche? Là, ça va, ouais. Ici, les habitants des bateaux sont les bienvenus. On leur délivre même des certificats de domicile. On atteste effectivement qu'on voit régulièrement cette personne à bord de ce bateau. Et ça sert à quoi, cette attestation? Ah bah pour eux, ça peut leur servir de domiciliation bancaire, d'adresse réelle, hein, pour les impôts, pour les assurances, pour la CPM, pour leurs besoins de vie administrative. Pour les résidents du port, la capitainerie, c'est aussi la boîte aux lettres. C'est ici qu'arrive leur courrier. Et Patrice Bernier, le maître de port, ne les considère pas comme des marginaux, bien au contraire. Pour nous, c'est les meilleurs gardiens du port, puisque c'est eux qui vont signaler en premier toute anomalie ou tout dysfonctionnement. Dès qu'il y a un bateau qui commence à couler ou une amarre qui va se lâcher, c'est les premiers qui vont se rendre compte de ça, qui vont le signaler à la capitainerie, et même bien souvent qui vont agir, qui vont reprendre une amarre s'il y a un coup de vent, qui vont remettre un pare-battage ou une protection qui aura glissé. Donc ce sont nos meilleurs gardiens finalement, ceux qui préviennent, en tout cas les gardiens officiels du port de Plaisance. Un samedi matin d'octobre. La ville et le port s'éveillent. À bord du Santa Lucia, Ariane, Pierre et leur fille Océane viennent tout juste de se lever. Il y a deux baquets, j'ai l'impression. La journée commence sur le bateau et se finit sur le bateau. C'est un moment comme si c'était les vacances tous les jours. Et depuis le temps que ça dure, je crois que c'est bon, c'est définitif. Je sais pas si vous avez regardé, mais c'est bien quoi. Ça se réveille doucement, vraiment tout doucement. Ça change tout le temps, la marée est haute, basse. Des gens qui commencent à partir travailler. Enfin non, c'est bien. Dépêche-toi. Il y a un monde à part dans le port de La Rochelle. C'est le musée maritime. Ici sont amarrés de vieux bateaux en bois, comme la yole de Nicolas. Coucou Pichoun! Salut les voisins! Des fois, on habite dans un appartement, on connaît même pas ses voisins. Et là, ici, maintenant, depuis 4 ans que je suis ici, je crois que je connais à peu près tous les propriétaires de bateaux. Dès qu'ils passent par là, on salue, on prend toujours le temps de discuter. Alors, ça va, et toi, ton bateau, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire comme travaux, etc. Nicolas partage sa vie avec sa compagne Mélanie. Et à bord du Sainte-Anne 3, il y a souvent du monde qui passe. Des voisins de ponton, des passionnés de vieux bateaux pour la plupart. C'est un mec courageux. C'est se lancer dans l'aventure bateau en bois. C'est une vraie folie, c'est une vraie passion, c'est plein d'amour et
Et je crois que voilà, il a trouvé le bon endroit en arrivant au musée maritime à La Rochelle, c'est qu'il a tout de suite su se faire accueillir, trouver les bonnes personnes, poser les bonnes questions. Et maintenant il fait partie du petit village, quoi. Ouais. Nicolas est l'un de ces passeurs d'histoire qui aide son bateau à traverser les âges. Ça, c'est le certificat de jauge d'origine du bateau qui a été fait en... Qui a été établi le 11 mai 1933. Ouais. J'ai fait classer le bateau il y a 2 ans. Bah oui, parce que je crois que ça date du 28 décembre, il y a 2 ans. Je l'ai fait classer monument historique. Alors, pourquoi? C'est pour m'aider sur l'aspect financier de l'entretien et de la vie d'un bateau comme ça. Un bateau fait quand même 20 mètres, il y a toujours du boulot et ça coûte relativement cher, chose que je ne savais pas à la base. 10 à 15 000 euros par an. Mais du coup, comme son bateau est classé, Nicolas ne paye plus sa place au port. L'hiver, il se consacre à l'entretien de sa yole. Par obligation, les bateaux du musée maritime doivent être en parfait état. Par passion aussi, il prend soin d'elle jour après jour. J'ai eu des trucs assez importants à faire sur les traves. Il y avait le bois qui était pourri, qui prenait l'eau. Et ça, j'ai fait il y a 2 ans. Et l'année dernière, j'ai refait tout le tableau arrière. Et là, pour cet hiver, je vais finir cette partie-là. Là. Plus d'autres chantiers, tout le temps en permanence. Nicolas partage ses moments avec ses enfants Simon et Fanny, dont il a la garde un week-end sur 2. Oui. Attention à toi, Simon. Simon est très demandeur de bricoler, d'apprendre voilà, ce que c'est qu'une clé plate de 22 ou une scie à métaux, etc. Et puis Fanny, elle aime bien suivre son frère et faire pareil que lui, alors forcément, voilà. Hélène et Fabien n'en finissent pas de préparer leur départ, de plus en plus impatients de lever l'ancre. Le périple, c'est de assez vite, alors soit passer par les Açores, soit passer par les Canaries, ça on est en pourparlers. Moi je pense qu'on va faire Bretagne, Açores, peut-être revenir Madère, Canaries. Cap-Vert, tout à fait. Et là on va s'arrêter un bon mois au Cap-Vert pour laisser passer la période cyclonique là en octobre-novembre. Pour traverser et arriver vers décembre-janvier aux Grenadines. Ouais, Grenadines, ouais, prendre un peu de bon temps là-bas. Et après, là, c'est de toute façon piquer sur Panama assez rapidement pour traverser, quoi. Donc en passant par les Galapagos, partir aux Marquises, et puis mais bon, c'est coupé, donc c'est dommage. Mais on arrive là. Toutes les îles de ce côté-là, quoi. Dans le port de La Rochelle, quand on largue les amarres, c'est parfois juste pour aller dans le bassin d'à côté. Souvent en fin de semaine, on reçoit sur les bateaux. Et c'est la fête à bord. Ça va ? Cette liberté au quotidien, où Hélène, Fabien, Ariane, Pierre, Nicolas et Mélanie ne sont pas prêts d'y renoncer. Qu'ils rêvent de départ ou restent à quai, vivre à bord à La Rochelle est pour eux un art de vivre. Sur le port, je retrouve Marion. Elle connaît sur le bout des doigts l'histoire de son port d'attache depuis des années, La Rochelle. Allez, on oublie la terre. Rochelaise d'adoption, Marion a été séduite par l'esprit de cette ville, un peu rebelle et tournée vers l'océan. Mais vous êtes de quelle région à l'origine? À l'origine, mais c'est pas de ma faute, je suis née à Paris. Et partie en province dès que possible, et si possible où il y avait la mer. Quand même mieux. Il y avait déjà une attirance.
Ah oui, bah, tout petit, on allait en vacances en Bretagne Nord, toujours, au bord de la mer. Et alors pourquoi La Rochelle, puisque vous alliez en Bretagne Nord? La Rochelle, où on aime très vite, où on s'en va. Et quand on aime, les gens sont assez passionnés de la ville, ouais. On est un peu entre deux ici. On est sud-ouest, on fait du rugby, mais on n'a pas l'accent. Et on est quand même ouest, parce que on a des tempêtes, on a des bateaux à voile, on n'a pas de gros bateaux à moteur. On est un petit peu... J'ai l'impression que vous êtes devenue très rochelaise quand même. Totalement rochelaise. Non, c'est vrai que, je vous dis, on tombe amoureux de la ville, c'est vrai. C'est une ville à taille moyenne, c'est une ville où les gens viennent de partout, donc il y a beaucoup d'échanges. On peut créer des choses encore à La Rochelle. On a une idée, on peut la créer, on peut le faire. Regardez, on prend le chenal, on s'en va. Ouais. Aventure. Vous savez que si on part du phare des Baleines, de l'île de Ré, et qu'on va tout droit, on arrive au Québec. C'est quand même pas mal, non? Il n'y a rien entre les deux. Le port des Minimes, mondialement connu. Alors, tant qu'il n'est pas terminé, c'est le plus grand de l'Europe de l'Ouest. Et quand les 1000 places seront rajoutées, avec 4500, sera le plus grand de toute l'Europe, c'est vrai. Alors vous n'avez pas un petit bateau, même un petit voilier? Non. Mais je veux bien embarquer comme équipière. La barre d'un bateau en bois, comme ça, bien au soleil. Une petite ligne de pêche qui prend un petit maquereau. Dormir à bord. Il n'y a rien de mieux que de dormir à bord. Sur un bateau, on est bercé complètement. On se retrouve, c'est le début de la vie, quoi. J'ai un héros et sa mère dit qu'on lui a mis de l'eau de mer dans les veines quand il est né au lieu de sang. Un héros, pourquoi vous écrivez? Ah oui, je suis écrivain pour enfants. Avec mon héros Nathan qui trouve une pierre du Nouveau Monde et qui lit ses ancêtres. Et qui part en mer tout le temps. La Rochelle est un bateau. C'est vrai, elle est partie devant au début, puis de plus en plus loin. Ah, il y a un marin, là. Bonjour. Marin. Un bateau qui va venir, c'est pas si. Oui, non, là, on a un mousse qui nous dit des choses très vilaines. Il y a un mousse qui passe la tête et qui est en train de nous dire que lui, au moins, il a un bateau à voile et que nous, on est au moteur et que ça le fait vraiment pas. À découvrir aussi sur le port de La Rochelle l'aquarium. C'est presque une institution et il recèle dans ses coulisses de belles histoires qui parfois commencent loin de la mer. Paris, l'aquarium de la Porte Dorée. Il fallait rien dire. Opération délicate, l'animal est plutôt nerveux, il faut faire vite, le capturer en évitant la moindre blessure dans la bataille. Voilà. 13,25 kg. L'objet de toutes ces attentions, c'est un mérou. Et ce poisson déménage. Faut faire vite, là? Oui. Il est en dehors de l'eau, il est en apnée. Mathieu Coutan est le directeur scientifique de l'aquarium de La Rochelle. Son père Pascal en est le fondateur. Ensemble, ils vont faire voyager ce poisson. Cap sur La Rochelle. Près de 5 heures de route attendent le mérou avant d'être plongé dans un nouveau monde. Dans ce palace aquatique, 12 000 créatures marines cohabitent. Somptueuses, parfois surréalistes, et des univers océaniques tout entiers. C'est l'envers de ce décor que nous allons vous faire découvrir. Un monde marin fragile, ultra protégé. Pas question pour le mérou parisien de rejoindre tout de suite son aquarium. Passage obligé par la zone de quarantaine, histoire de vérifier qu'il soit en bonne santé et se remette de son voyage. Oui, il va se mettre droit. Hop.
C'est toujours une petite appréhension parce que bon, c'est vrai qu'on lui a fait faire 450 km dans la journée, qu'on l'a pêché ce matin, qu'on le repêche cet après-midi. C'est un choc pour un poisson qui d'habitude reste tranquille dans son petit trou. C'est un animal qu'on a eu très longtemps dans le bassin requin. Malheureusement, il est mort il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on souhaitait réacquérir un mérou de cette taille-là. On espère que celui-ci va rester avec nous aussi pendant une vingtaine d'années. Mais donc là, il aura une murène verte, un poisson volant et un anisotrémus comme colocataire le temps de son acclimatation. Oui, ça, le stock de En coulisses, ils sont 2 biologistes et 5 soigneurs à veiller sur les pensionnaires de l'aquarium, à la fois infirmiers, décorateurs et cuisiniers. Le merlu, il y en a assez. On a fait les stocks hier avec Pierre. Il y a juste 20 caisses de sardines à aller chercher. Ok, bon c'est parti, on y va. Le service de restauration de l'aquarium est digne d'un restaurant étoilé. Pensionnaires choyés, repas personnalisés pour quelques 600 espèces. Et ce matin, au menu du petit déjeuner, servi par Olivier. On met des moules et un petit peu de crevettes. Voilà, ça permet de nourrir des gorgones, des coraux, des éponges. Tu t'occupes de tous les requins, excuse-moi. Ouais. Alors, les requins. Mais comme dans tout restaurant, il y a des clients qui font toujours la fine bouche. Et après, il y a toujours des poissons un peu particuliers qui, eux, ont une nourriture où ils ne changeront pas d'avis pendant toute leur vie. Il faudra soit leur donner du vivant ou que des crevettes ou que du poisson, voilà, ou que des algues. Voilà. Alors pour remplacer les algues, on a épinards, petits pois, brocolis, voilà. Dans le lagon polynésien, le repas ressemble à une grande mêlée. Et c'est un moment particulier pour les soigneurs. Oui, c'est ça, c'est le moment où ils sortent tous. Et vous voyez, il y en a des fois qui sont un peu plus craintifs, qui restent dans leur coin, c'est pas normal. Donc c'est le soigneur qui va observer, qui nous transmet l'information et par rapport à ça, souvent c'est le premier signe d'un poisson qui commence à ne pas aller bien. Parmi tous ces pensionnaires de luxe, il y a des spécimens très délicats. Alors pour eux, on va chercher des produits frais et pas besoin d'aller très loin. Ce jour-là, Mathieu et Jean-Michel pêchent de minuscules crevettes dans l'estuaire de la Charente. Effectivement, 99% des animaux à l'aquarium mangent du surgelé, mais pour quelques espèces particulières, on est obligé de donner du vivant et trouver l'individu, enfin en tout cas la proie la plus appétante pour ces individus. Et en l'occurrence pour les hippocampes, c'est la mysis qui se trouve être le mets le plus fin. Donc, Le surgelé, c'est pratique et cela permet d'éliminer les parasites. Mais pour de nombreux pensionnaires, on ajoute des vitamines et des oligo-éléments pour éviter des carences alimentaires et pour être au plus près d'un repas en milieu marin. Et on les nourrit presque à la cuillère. Ces saumons sont destinés aux gros taurus, là, aux deux. Les deux requins les plus gros. Si on laisse tomber, ils ne vont pas aller le chercher au fond de l'eau.
Donc il faut vraiment les faire manger près de la surface. Tire maintenant, tire d'un coup, voilà. Si t'attends, il lâche. Ouais. Ce sont des poissons qui sont quand même assez sélectifs, même si on leur propose, il faut dire, plus que dans le milieu naturel aussi. Donc ils savent qu'ils ont le choix. C'est comme nous quand on va au resto, il y a une carte, ça on veut pas, on va attendre la prochaine fois autre chose. Donc ici c'est la table réservée pour le poisson-ci. Voilà, il va revenir là. Si on se met à réhabituer ces requins à la nourriture vivante, il ne restera plus que les requins parce qu'ils vont finir par manger tous les autres poissons d'une part. Donc ça poserait quelques problèmes. Et puis même vis-à-vis du public, c'est quand même un peu délicat de mettre de la nourriture vivante avec des requins pour les voir manger ces pauvres poissons vivants qu'on aurait mis avec. Les poissons, regarde, les poissons, on les peut passer là. Ah, il est là. Moi, je ne le vois pas. Oh, le requin, c'est grave dangereux, ça peut même manger un humain. Ah oui? Mais alors comment fait-on pour nettoyer leur aquarium? On plonge à 2 plongeurs, un qui va travailler, réaliser les travaux pour lesquels on plonge, et un autre qui va surveiller la rencontre éventuelle entre un requin et le plongeur qui travaille. Les requins se déplacent tout doucement, donc on peut facilement comprendre leur parcours. Et donc lorsqu'on voit qu'il y a une route de collision entre le plongeur qui travaille et le requin, on a ce qu'on appelle un débordoir, c'est un bout de tuyau très doux qui nous permet d'avoir une distance, on a 1 mètre entre nous et le requin. C'est trop bien. Pas une micro-rayure ne leur échappe. Chaque matin, les hommes grenouilles briquent les parois des quelques 70 aquariums. Pour les plus exigus, l'opération est délicate. Pas question de casser la moindre pousse de corail. Pascal Coutan et son fils Mathieu ont leur rituel. Chaque matin, ils posent leur regard croisé sur tous les aquariums. Olivier, tu pourras remettre un peu de sable sur le filet aussi, s'il te plaît. Depuis qu'on les nourrit, ça va un petit peu mieux. Elles se développent. Je trouve qu'elles sont plus grosses. Regarde celle-là. Rien ne doit venir casser le rêve. Le but de l'aquarium, c'est clairement de transmettre des visions aquatiques, donc de faire un voyage à travers l'ensemble des mers du monde. Et pour cela, il faut vraiment que le visiteur soit immergé dans cette vision. Papa dit souvent il faut oublier l'aquarium, et je pense qu'il a totalement raison, c'est-à-dire qu'on doit voir uniquement les poissons, l'écosystème dans lequel ils se trouvent, et oublier toute la technique autour. L'aquarium de La Rochelle est une histoire de famille, une passion qui se transmet depuis 3 générations, depuis sa création en 1970. C'est griffé la tête, là. Oui, je pense que le flambeau est en train de se passer. Moi, je suis de moins en moins présent, et lui de plus en plus présent. Et je pense que, d'ailleurs, toutes les équipes techniques et biologiques ont tendance à s'adresser plutôt à Mathieu maintenant plutôt qu'à moi. Donc, c'est la preuve que ça va tout seul. Retour en coulisses. Dans les bassins, il y a parfois des blessés, comme cette raie. Une petite plaie à l'arrière, ça c'est des petites blessures qu'elles peuvent se faire sur des corps avec d'autres poissons, d'autres animaux. Donc ça reste mineur, mais c'est justement l'avantage de les sortir de temps en temps pour les observer. On se rend compte de ces petites plaies qu'on n'aurait peut-être pas vues forcément dans l'aquarium. L'aquarium a donc sa cuisine, mais aussi sa clinique. Antibiotiques, oligo-éléments, on y soigne les créatures affaiblies ou fragilisées, et notamment notre mérou parisien. Et puis, il y a aussi des hôtes de passage,
L'aquarium est le centre de sauvegarde des tortues marines échouées sur la façade atlantique. Et Florence est un peu leur maman adoptive et leur vétérinaire. Méthode douce, eh oui. Donc voici Écume qui a été trouvé à 5000 au sud de Jars-sur-Mer le 14 juin dernier par un plaisancier qu'il a ensuite rapporté à la capitainerie donc, de Jars-sur-Mer. Elle était dans quel état? Alors la tortue était en train de flotter à la surface, donc elle semblait vraiment très affaiblie. Les températures n'étaient pas encore assez estivales, donc nous l'avons récupérée au centre de soins. Ça faisait certainement quelques jours qu'elle n'avait pas dû manger. Donc le principal geste, ça a été donc de la ramener à une température d'eau un peu plus chaude, de façon à ce qu'elle s'alimente beaucoup plus facilement. 3 mois plus tard, Écume est en pleine forme, prête à rejoindre le large. Mais pas question de la laisser partir sans pouvoir l'étudier, la pister. Sur son dos, un émetteur satellite, et au cas où elle le perde en route, on lui pose une puce électronique. Ensuite, le numéro de la puce électronique sera enregistré dans une base internationale qui fait que toutes les personnes qui sont susceptibles d'aller également suivre les tortues marines sur les sites de ponte puissent être au courant que ce numéro-là appartient à cette tortue. Mais la liberté, ce sera pour demain. À quelques mètres, d'autres créatures font l'objet d'une extrême attention, les coraux. Ici, une obsession demeure, prélever le moins possible d'espèces dans la nature. Alors, on a appris à maîtriser leur reproduction. Alors ici, en fait, vous avez un échantillon, on va dire, de tous les coraux que nous possédons dans nos aquariums. Ce sont des colonimères, c'est-à-dire que de ces colonies de coraux, on va pouvoir prélever par bouturage des fragments que l'on va faire grossir et au bout de quelques mois, voire quelques années, elles seront de taille suffisante pour pouvoir être exposées dans nos aquariums. Les Coutans veulent pousser leurs recherches plus loin encore, au profit des espèces menacées, car ces boutures sont des clones, et on ne sauve pas une espèce en la clonant. Aujourd'hui, il y a un vrai danger, effectivement. Dans le monde, 80% des récifs coralliens sont dégradés. Donc ils ont été complètement dégradés par plusieurs activités. En l'occurrence, l'activité humaine n'y est pas pour rien. Je pense que c'est un milieu qui peut repartir, mais qui a besoin d'un coup de pouce. Le premier coup de pouce, c'est d'arrêter les bêtises qu'on a déjà faites, donc ça, de rendre sain le milieu, et ensuite, peut-être d'amener des jeunes bébés sur le récif et qu'ils grandissent dans les conditions du milieu naturel. Chaque été, Pascal et Mathieu s'immergent dans les eaux guadeloupéennes. Là-bas, ils profitent d'un événement exceptionnel qui n'a lieu qu'une seule nuit par an, la ponte des coraux. Cette nuit-là, des millions de gamètes mâles et femelles sont libérés dans l'océan. L'idée de leur mission est de les féconder in vitro pour multiplier le taux de naissance avant de les réimplanter sur des sites en danger. Mais pour l'instant, ces bébés ne survivent pas assez longtemps pour être réimplantés dans l'océan. On espère, et on ne dépenserait pas autant d'énergie, autant d'argent dans cette mission si on n'avait pas, l'espoir. Donc ça, oui, c'est sûr qu'on espère. Je pense que ça va réussir, j'en suis persuadé. Maintenant, quand ? En attendant, direction l'île de Ré, la plage du phare des baleines, pour la remise à l'eau d'Écume. C'est le moment. Après, elle repart à la mer. Pardon le chien. Vous voyez, elle est attendue par beaucoup de personnes. Donc elle sera accompagnée. Oui, le but est également, lors de ces relâchés, de sensibiliser un très grand public pour leur présenter donc, les différentes espèces qui peuplent nos eaux et donc la biodiversité qui existe et qu'il est important de la conserver pour que les générations futures puissent avoir la même chance de les observer. Donc c'est un grand jour pour elle. Je pense que là, elle est en train de sentir l'océan. On va aller faire la photo aussi. Pêche, pollution, les tortues ont toujours été victimes des actions humaines.
Ce jour-là, de petits messages sont transmis aux jeunes générations. Vous mettez derrière moi. Aujourd'hui, 40% des tortulutes échouées sur nos côtes ont des sacs plastiques dans leur tube digestif. Alors, à bon entendeur. C'est toujours un moment émouvant. Allez, vas-y. Vas-y. Malheureusement, Florence a perdu la trace d'écume au bout de 7 jours. Mais l'aventure scientifique se poursuit et les Coutans ont exaucé leurs vœux, faire de leur aquarium une vitrine de la biodiversité et bien au-delà, un laboratoire au service des océans. À La Rochelle, l'aquarium est loin d'être le seul centre d'intérêt maritime. Ici, on parle facilement bateau, commerce et produits de la mer. On peut même en faire son métier. Bonjour. Port de commerce, de pêche ou de plaisance, à chacun sa voie. À La Rochelle, l'avenir s'écrit au large, ici plus qu'ailleurs. Alors les enfants du pays se tournent vers la mer. À quoi rêve-t-on lorsqu'on grandit à La Rochelle? Nous avons rencontré Mathilde, Julien, Arnaud et Tanguy. Tous les 4 nous ont raconté leur histoire et leur envie de bord de mer. Dans le silence, il arrive, c'est bien. Julien a 32 ans. Ce qu'il aime à La Rochelle, c'est prendre les transports en commun. Ça va toi? Mais Julien n'est pas un passager comme les autres. Ce bateau, c'est lui qui l'a imaginé. Là, c'est le deuxième que j'ai dessiné. Voilà, pour les passagers, on voulait faire un bateau très ouvert sur l'extérieur où on a la mer un peu partout autour. Le bateau est connu à La Rochelle. C'est le bus de mer qui transporte chaque jour plusieurs centaines de personnes. Il fait la navette entre les Minimes et le Vieux-Port. Ça fait plaisir de voir que le bateau sert, que les passagers sont contents, que les pilotes aussi finalement, le fait de travailler dans le silence. Il y a un pilote qui me dit mais depuis qu'on a le bateau électrique c'est génial, je reparle à ma femme parce que pendant toute la journée, avant il avait la tête cassée en deux. Donc non, ouais, c'est des belles réussites. Non seulement le bateau ne fait pas de bruit, mais en plus il ne pollue pas. Avec des panneaux solaires installés sur le toit, il marche à l'électricité. De quoi profiter de la traversée tranquillement. La Rochelle a misé très tôt sur ses moyens de transport écologiques. C'est ce qui a incité Julien à rester vivre ici. Aujourd'hui, sur ordinateur, il conçoit des bateaux du futur au Centre de recherche pour l'architecture et l'industrie nautique. Un bureau d'études à la pointe dans ce domaine. On est toujours un peu en avance sur ce qui se fait généralement dans le naval ou le nautisme en propulsion électrique. Donc ça, c'est intéressant, quoi. On est obligé de rechercher. On ne va pas ouvrir un catalogue et dire tiens, je veux ce moteur-là et cette hélice-là. Non, on dessine l'hélice, on va rechercher le fournisseur de moteur qui va bien, le variateur qui va bien pour faire un bateau complet.
c'est le bateau qu'on voit là, qu'on va amarrer, celui qui arrive là. Il fait 170 mètres, tu vois. Mais c'est déjà un beau bateau. Pour un pétrolier, c'est pas mal. Il va faire un demi-tour et il va se présenter en arrière. De jour comme de nuit, Arnaud aide les navires à accoster le long des quais. À 23 ans, il est le plus jeune lamaneur du port de commerce. Navire ! Ce matin, la manœuvre est délicate. Le fort courant de marée pousse le bateau à l'opposé du quai. C'est bon ? Les amarres se tendent au maximum. Des fois, quand ça commence à couiner comme ça, des fois ça pète carrément. Ça pète et vaut mieux pas être dans l'axe parce que ça peut faire mal. Depuis 2 ans, Arnaud a intégré la grande famille du port. Une famille avec ses corps de métier très soudés. Arnaud a appris les codes pour se faire accepter. Ah, c'est moi. C'est lui le passeur. Bonjour le passeur. C'est qui? Et là, ça, c'est les remorqueurs. On croise pas grand monde sur le port. Toujours les mêmes têtes. Avec son travail de lamaneur, Arnaud peut rentrer tous les jours chez lui sur l'île de Ré, juste en face. Son vrai port d'attache. Descends tes fesses, j'ai dit. Allez, on pense à bien respirer. Dans une salle de sport en ville, Mathilde, 22 ans, se donne à fond, 8 heures par semaine. Rotation! Vous faites 150 abdos et ça sera fini pour l'échauffement. Vous allez ranger les bâtons là-bas. Moi, c'est vraiment l'objectif final, c'est vraiment une médaille au jeu. Du coup, je me dis, je sais qu'il faut ça pour y arriver, donc je le fais à fond. Et puis, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est difficile, on n'a pas envie d'y aller, où on resterait bien dans son lit, regarder un film. Mais bon, après, moi, je sais que j'ai cet objectif-là qui est très fort pour moi et qui me booste vraiment. Allez, on s'approche, allez! Voilà, tendu tes bras, tendu, voilà! Ah, j'ai la tête qui fait boum 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 et je sens plus rien, mais bon. Ça fait du bien. Une fois que c'est fait là. Tous ces efforts pour vivre des moments de plaisir lorsqu'elle retrouve la mer et son bateau. Ouais, mais là je pense qu'il y a ceux qui ont la barre là, c'est les Benjamins et les autres. Mathilde a commencé la voile au même âge qu'eux, à 7 ans. Oh, ils sont trop mignons. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs en tout cas. Ouais. Après j'ai tout de suite eu envie de faire de la compète et donc ça s'est fait naturellement, quoi. J'ai commencé par faire des petites compètes au niveau régional et puis ensuite vite au niveau national et même international en multimise. Donc ça s'est lancé très vite en fait. Trois virements de bord au frais. À mon signal, on sort du port, on se dirige vers la bouée rouge de Chenal. Mathilde a intégré cette année l'équipe de France de laser. Et 4 fois par semaine, elle s'entraîne sur le plan d'eau de La Rochelle. Choque un peu de bordure, Mathilde. Choque un peu de bordure et tu reprends éventuellement un petit peu de halba là. D'accord? Et sois plus active à l'écoute pour t'aider à relancer. Dans ces conditions-là où il y a du clapot et peu de vent, essaie de privilégier
la puissance et relancer ton bateau, avoir un bateau stable en assiette. Et là, à l'heure actuelle, tu bouges trop le haut du corps. Si tu bouges les épaules, tu n'as plus l'appui sur les fesses. Donc tu ne transmettras pas au bateau. D'accord? Et par contre, n'hésite pas à mettre la barre en travers de la route pour repositionner le bateau sur la vague. Ok? Allez. Toujours avec le même entraîneur, celui de ses débuts, elle est devenue championne du monde junior il y a 5 ans. Mathilde a suivi la filière voile de haut niveau mise en place par la ville et continue de progresser à chaque sortie. Hello. Ça va? Ça va. Chez Mathilde, la voile est une histoire de famille, une passion qu'elle partage avec ses parents. Ah là, la tronche, du sable sur la tronche. Et... je me mets à chialer. Oh, et celle où tu es sur le premier bout sur lesquels c'était gros par rapport à mes mains. Ouais. Quoi qu'il arrive au niveau des résultats sportifs, c'est de toute façon une super école, une super école de vie parce que ça peut servir après dans tous les domaines, dans le domaine professionnel notamment, quoi. Donc on est content qu'elle fasse ça, ouais, c'est sympa. J'ai grandi ici et j'ai jamais quitté La Rochelle, quoi. Donc ce qu'on se disait la dernière fois, ça fait 22 ans que je suis ici et je trouve ça toujours aussi bien. Donc pour l'instant, je pense que je vais y rester encore un moment. Rester vivre ici, le choix est déjà fait pour Tanguy. Tu mets un bout de devant ou pas là? Bah vaut mieux avec la brise qu'il y a. Avec le vent qu'il y a, on va faire un bout de devant. Ouais. Là aussi, c'est une histoire de famille. Son père, Nicolas Massé, est le patron du Thé Titan. Port d'attache, la Cotinière sur l'île d'Oléron. Tanguy est sorti du lycée maritime l'an dernier, mais à tout juste 20 ans, il connaît déjà tout du métier de pêcheur. Avant, on était obligé de se lever à 4 heures. On débarquait dans notre pêche, faut la mettre sur le tapis roulant nous-mêmes. Puis maintenant, non. Il y a des gens qui le font à notre place. C'est bien, ça nous permet de ressortir ou de rester un peu plus longtemps chez nous et se reposer. Et après, tu vas sur Internet, sur le site de Récrier, puis tu sais combien t'as fait, combien de tonnage t'avais. Le port de la Cotinière, Tanguy ne l'a jamais quitté. C'est ici qu'il a grandi, qu'il a connu enfant sa première expérience sur un bateau, entre la criée et les pontons. Oh, Dagobert! Le chien de marin. Dagobert. À peine quelques heures à terre, et c'est reparti pour une nouvelle marée. Bon, ok, allez, à tout à l'heure, quand on aura viré, je te dirai ça. Le plus souvent, le père et le fils sont seuls à bord du chalutier. Tanguy est déjà un vrai marin. C'est là, au large, qu'il se sent le mieux. C'est pas bon mon métier? Ouais, c'est pas en étant dans un bureau qu'on va voir ça. L'air marin. Pendant et après la remontée du filet, le père et le fils se parlent peu. Chacun se concentre sur ce qu'il a à faire. La transmission du métier passe par les gestes.
Moi, je souhaite que ce métier continue. Mais tout le monde disait pareil, les anciennes générations nous disaient ça serait plus dur aussi pour nous. Bon, ça l'a été, mais on le fait quand même. Bon, on habite quand même l'île d'Oléron. Bon, si t'es pas viticulteur ou ostréiculteur, il reste marin-pêcheur. Alors bon, bah, il venait, depuis tout petit, il venait à bord du bateau, il venait nous aider. Il a tout le temps aimé ça, et puis il a tout le temps eu ce besoin de découverte aussi. Il a été faire marin au Sable d'Olonne, à Concarneau, on a un copain à Lorient, vous voyez, je veux dire, on voit que c'est quand même, il est passionné, quoi. Tanguy occupe pour le moment le poste de matelot. C'est aussi lui qui fait la cuisine pour deux. Mais dans un an, il prendra les commandes à la place de son père qui part à la retraite. À 21 ans, Tanguy deviendra patron de son propre bateau. C'est toute la vie la cotinière. Et voilà, à l'île d'Oléron, la cotinière sur un bateau de pêche, que demander de mieux. Voilà, juste ici, on voit la mer. Hop! Du coup, c'est cool. Le matin, je vois directement les conditions et c'est vraiment top, quoi. Après, je peux me préparer pour, si jamais il y a du vent, je peux commencer à me motiver, à mettre dedans et voilà. C'est vraiment sympa. Parallèlement à sa préparation olympique de voile, Mathilde poursuit ses études à l'université. Pour l'instant, on se prépare à fond. Pour l'instant, on est 2 filles à être en équipe de France. Et par contre, pour les JO, il n'y en a plus qu'une. Donc voilà. Faut que j'assire. Tu te qualifies pour les JO, quoi. Voilà, c'est ça. C'est l'objectif. C'est l'article L113-16 du Code des assurances. Inscrite en 4e année, droit des affaires, elle est une étudiante, comme les autres. La voile olympique, de toute façon, de manière générale, c'est assez compliqué d'en vivre. C'est sûr qu'il vaut mieux s'assurer et après avoir quelque chose. Donc moi, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire après, mais bon, je vais peut-être m'orienter plutôt vers le droit du sport, du coup, vu que ça allie un petit peu mes deux, le droit et également le sport de haut niveau, la voile que je fais. Et, je ne sais pas exactement encore. Ça va? Pas trop mal, toi? On peut se voir après ou quoi? Donc c'est comme le précédent, un passeur, donc 10 mètres par 3,5, catamaran, et puis voilà, assemblage à partir du mois de juin. Où est-ce qu'on pourra le loger, tout ça? Toujours le même bois, le Lirocco? Toujours le Lirocco, ouais. Dans un chantier de la ville, Julien prépare la construction de son futur bateau. Cette fois encore, c'est un bateau solaire. Julien rêve toujours de concevoir le bateau idéal. L'idéal serait un bateau qui pourrait faire le tour du Pertuis de La Rochelle, en autonomie pendant une journée, faire des balades autour du Fort Boyard, de l'île d'Aix, se balader à la remontée de la Charente, pourquoi pas. Et puis après, voilà, faire un tour tranquille au fil de l'eau, au fil du soleil. Au fil de l'eau, Mathilde, Arnaud, Tanguy et Julien sont tous nés dans la région de La Rochelle. Et tous les 4 voient leur avenir en mer. Le paysage des Pertuis charentais est marqué par l'architecture militaire. Forts, bastions, remparts et tours semblent surgir de toutes parts. Ces vestiges d'un passé
hérités de Vauban ou de Napoléon, sont une autre des attractions de la région. Et quand on emprunte le pont de l'île de Ré, là encore, ils font partie du paysage. Mais sur l'île, il y a aussi des forteresses beaucoup plus récentes et toujours habitées. Hier, symbole d'une toute-puissance guerrière, aujourd'hui, carcasse de béton éventrée dans la torpeur estivale. Sur l'île de Ré, les blocos font partie du décor des vacances. Attention de pas te... Allez, un petit pique-nique et on pique une tête? Parce qu'elle doit être bonne là. À tel point que parfois on improvise un pique-nique dans une ancienne tourelle. Moi, je dirais bien. Le terrain de la famille Besson est truffé de bunkers. T'as peur? Qu'est-ce qu'on va y voir là-dedans? Je crois qu'il y a un nid d'abeilles là, fais gaffe. Hein. Certains n'ont pas été ouverts depuis des années. Tu vas en premier? On connaît ce blocos, mais on n'avait pas les clés jusque-là. Donc là, on ouvre et on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. La tante de Bertrand nous a pas trop dit ce qu'il y avait, donc on n'est pas très rassurés. Oui. Oh là là. Ça sent la cave. Voici ce qu'on appelle un abri tôle métro. Ah, il y a même un frigo. Il y a tout, c'est une cave en fait. Il y a des Il a été vélos. réutilisé en cave. Tu vois? Oh. Il y a tout, il y a des... Ah ben on a des lampes. Il y a du stock du de vin. bois. En fait, on dirait le ventre d'une baleine. Moi, j'ai plus l'impression d'être dans une boîte de conserve. J'ai l'impression de revenir à l'époque de la guerre. C'est On ça. a de la nourriture, on a des lampes, on a du bois, on a Ah ouais, on tout ce peut- qu'il faut pour survivre. Tu veux de la barbe à papa, Pauline? Aussi surprenant soit-il, sur l'île de Ré, certains de ces lieux guerriers ont été transformés en petits paradis. Nous voici au fort du Martret, à Arcenré. Cette proue de béton cache un endroit extraordinaire. L'enceinte de ce fort a été aménagée par Vauban au XVIIe siècle. Mais à l'intérieur, là, sous la verdure, se cache un gigantesque blocos de commandement dont voici les gardiennes. Ça, c'est Foirouze. Elle s'appelle Foirouze. Et lui, c'est le grand frère de la petite là qui s'appelle Moustique. Et frères et sœurs, on ne peut pas les laisser ensemble. Hein. Ah non, impossible. Impossible. Celle-là, le mâle, c'est une bretaigne. Monique et Jean-Paul sont aussi frères et sœurs et à peine moins chamailleurs que leur tortue. Allez, allez. Une heure, Monique. Donc là, vous avez un tunnel qui plaît à tous les enfants. Ça, c'est la merveille de tous les jeunes actuellement. Fais attention de ne pas glisser en bas. Ouais. Ouais. Non, ne t'y aventures pas, Monique. Hein? Oh là 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 là. Elle veut montrer qu'à son âge, elle sait encore. Enfin, c'est terrible. Hein? Voilà, la future piscine. Le futur spa. Ah bon. Pour moi, c'était pour un périscope, pour une longue vue. Mais il y avait là avant. Ici, il y avait un petit canon de défense rapproché. Voilà. Le beau domaine. Ça, c'est merveilleux là. C'est absolument super. J'ai des souvenirs de 14 juillet. Le 14 juillet, j'ai toujours des amis. On a droit à un minimum de 18 feux d'artifice. Entre ceux d'Oléron, tous ceux de Ré et ceux de la côte, de l'autre côté. Ça, c'est fantastique. C'est un endroit où le soir, on peut venir lire, on peut venir rêver, on peut venir méditer. C'est absolument un lieu assez exceptionnel, vous êtes d'accord, hein? Difficile de ne pas l'être, Monique. C'est ce qu'on appelle une vue mer, pour le moins imprenable. Vauban voulait des fortifications contre les Anglais, les Allemands contre les Alliés. Le fort du Martret est un condensé d'histoire où ont vécu des officiers du Troisième Reich. Quand la guerre était finie,
On ne les a pas cherchés ici dedans. Oui, il a fallu oui. qu'ils fassent du stop et qu'ils se fassent arrêter sur la route. Ça, ils ne savaient pas que la paix était signée. Ils les avaient complètement oubliés. Ils les avaient oubliés là-dedans. Ils avaient des poulaillers, ils élevaient des lapins, ils vivaient tout à fait eux aussi correctement. Le ciment allemand, mêlé aux pierres Vauban. Au sortir de la guerre, l'État n'avait pas les moyens d'entretenir ce patrimoine militaire et l'a vendu une bouchée de pain aux plus offrants. Je suis arrivé en plein hiver, par un jour de tempête terrible, avec madame. Et le chauffeur de taxi me débarque devant. Je lui dis, écoutez, vous m'attendez parce que j'en ai pas pour longtemps, je veux juste voir ce que c'est ici. Mais ça m'a tout de suite pris en trip, quoi. Et puis je me suis dit, mais c'est splendide cette affaire. Et j'ai été envahi, je ne sais pas par quoi, alors que tout était... c'est un désastre total. Bon, il faisait du vent, il pleuvait, machin, et je voyais que des murs. Et je me suis dit, ça c'est mon truc. Le plus étonnant reste l'intérieur de ce blocos. Voilà 40 ans que Monique et Jean-Paul y prennent leur quartier d'été. Il faudra rentrer aussi les écoutilles. Là. Une grande porte blindée hein, qui défend bien. Il n'y a pas d'intrus qui passe par là. Et là, vous avez une pièce avec une ouverture qui a été agrandie. C'était une ouverture beaucoup plus petite puisque c'était une pièce pour mitraillettes. Il faut aimer vivre dans ce dédale souterrain, en tout 80 mètres carrés de pièces, pour la plupart aveugles. Même ce qui servait de périscope a été transformé. Vers le périscope. Vers le périscope. Là, aujourd'hui, ça sert de quoi? Ça sert un petit peu de cabinet de toilette. Voilà. Alors ici, c'est ma pièce à moi, qui donne directement sur la plage. Il y avait ici une grosse mitrailleuse, une mitrailleuse lourde, au centre, là. Donc, voilà, on arrivait à arroser bien la plage, qu'on voit jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Au début, ça surprend, et puis tous les bruits sont inquiétants. Mais puis on s'y fait, et puis voilà. Mais la nuit, quand il y a les grandes marées, ça fait un boucan, mais alors c'est quelque chose. Moi, j'ai donc gardé la grande porte blindée. C'est la seule chambre qui a gardé sa porte blindée. Et je peux fermer et m'enfermer là-dedans totalement. Comme vous voyez, encore le gros loquet derrière. Ah, voilà, Monique, elle s'est accaparée la plus belle chambre. Oui, mais enfin bon, c'est normal. C'est la plus âgée du lot. Ouais. Au large du fort du Martret, un couple a trouvé l'arme idéale pour découvrir celle qu'on surnomme Réla Blanche. L'histoire d'amour de Leïla pour cette île remonte à l'enfance. Aujourd'hui, elle partage son coup de cœur avec son mari Joël. Vas-y, reprends. Je suis le bon petit soldat. J'obéis, en même temps m'explique. Il est très pédagogue avec moi, très patient. Elle apprend vite. Un jour, elle dépassera le maître. Ça, c'est pas gagné. Hein. Joël, il me dit, quand j'arrive sur l'île de Ré, il me regarde et il me dit, ça y est, t'as retrouvé ton sourire de l'île de Ré. Le couple travaille 6 mois de l'année à Paris. L'été, il trouve refuge, par là, quelque part dans les dunes. Alors là, on est devant chez vous, c'est ça? Ouais. Là. C'est chez nous, notre terrain, notre jardin, comme on dit. Sans prétention. Wow. Ma grand-mère l'appelait le château. Au milieu des carcasses de blocos, le château, le voilà. Un bunker repeint aux couleurs d'une maison grecque. Bon ben voilà, c'est un petit peu comme un petit loft.
Et alors, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'à l'origine, en fait, il y a, sous le plafond là qu'on a rajouté, il y avait une plaque de verre avec des éclairages. On peut très bien imaginer la table qui était en dessous avec les plans. Et donc c'était assez surprenant. J'ai rêvé de ma baie vitrée là, sur la mer. Et donc, ça se perce au diamant. Et un trou d'évacuation comme ça coûte déjà rien qu'une fortune. Donc la baie vitrée, ce sera pour une autre vie, peut-être. Après, c'est une maison comme une autre. Alors, sauf la cheminée. La cheminée, qu'on rêve de rendre fonctionnelle. Et qui a quand même une particularité, c'est qu'elle a un conduit anti-grenade. Donc, on n'est pas très très sûr qu'elle puisse tirer comme il faut. Donc, on doit faire venir un fumiste. Donc, un conduit anti-grenade, il est en escalier comme ça. Dans les années 50, la grand-mère de Leïla achète le terrain avec le blocos pour faire plaisir à son mari, un GI basé à La Rochelle. Ils ont une seule idée en tête, transformer ce lieu de guerre en un havre de paix. Un jour, ma grand-mère, qui était alsacienne, a eu la surprise de voir un Allemand arriver au blocos, tout ému, et en lui disant qu'il avait participé à la construction du blocos. Et donc, ils sont en fait tombés dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Et voilà, c'était une forme de réconciliation entre une Alsacienne et un Allemand qui avaient l'un et l'autre souffert de la guerre. Et qui ont pu partager un moment de paix ici. Et donc voilà, je trouve que c'est assez émouvant. De mère en fille, en à peine 3 générations, le béton froid est devenu un cocon douillet. C'est le bruit des vagues, même quand on est au fond de son lit. C'est le vent qui souffle. Avec des orages, des éclairs qui nous tombent autour. Quand la mer est déchaînée, c'est très beau ici aussi. On est vraiment protégé par le blocos. On a l'impression qu'il ne va rien nous arriver. Et quand on regarde par la fenêtre, on voit que c'est déchaîné. Les arbres sont à l'horizontale, les éclairs de partout. Et voilà, on est très bien. Quel officier allemand aurait pu imaginer que ce blocos deviendrait un jour un écrin pour des histoires d'amour? Quand on est arrivé en bas de la dune, Leïla m'a dit « Ferme les yeux, je te guide ». Et donc, elle m'a fait monter le chemin, les yeux fermés. Et on est arrivé sur la terrasse. Je ne savais pas que c'était sur la terrasse, mais j'entendais les bruits de la mer. Elle m'a dit « Ouvre les yeux ». Et là, je suis tombé par terre. Et je me suis retrouvé face à la mer avec ce blocos magnifique. Et c'était une très belle surprise, quoi. Donc en plus, ça faisait que 15 jours ou un mois qu'on était ensemble. Donc c'était la double surprise, voilà. Ah, ça marque des points. Ça marque des points, voilà. Et ce qui devait arriver, arriva. Faire les photos du mariage, je dirais, officiel, juste là, sur la plage, sur le brise-lame, sur la digue. Donc c'était c'était féerique et voilà. On s'amuse parce que en fait, donc, il appartenait à ma grand-mère, puis à ma mère, puis moi. Et donc, c'est quelque part une histoire de femme. Et donc, on regarde ma petite nièce qui a 5 ans et pour voir comment elle adhère. Elle est venue cet été, elle s'est régalée. On a des photos d'elle où elle est les bras en croix sur le sable. Et elle a terminé ses vacances en disant « Je veux vivre sur l'île de Ré ». Ce soir, Leïla et Joël ont un invité pas comme les autres, un passionné du mur de l'Atlantique, incollable sur les blocos. Alors c'est un H612D. Voilà. Et son petit nom de jeune fille? Écoutez, à vous, non? Clara. Héros 428, c'est bien ça? Ouais. Petite particularité rétaise, les Allemands ont baptisé tous leurs blocos avec un nom de jeune fille. Ah oui, ils avaient un catalogue. À Clara. Santé. Et merci pour l'accueil. Santé. Le lendemain, Jean-Luc Mosser, le passionné de blocos, a décidé de faire une surprise à nos propriétaires de bunkers. Monique et Jean-Paul, mais aussi Leïla et Joël, ont rendez-vous dans un lieu secret. Et il y a un autre blocos qui est là. Cette forêt cache une véritable petite ville de blocos. À partir de 1943, ils ont poussé comme des champignons.
Alors voilà la tour, 25 mètres de haut. C'est ce qu'on appelle un S497 en nomenclature allemande. Et c'est un exemplaire unique, mais je dis bien unique, sur le mur d'Atlantique. Il n'y a qu'un seul ouvrage de ce type-là. Le télémètre servait à calculer la distance nécessaire pour atteindre une cible. « 500 soldats allemands ont vécu sur ce site de la Karola sans qu'il n'y ait jamais eu de combat. » L'avantage de Cora Karola, c'est qu'on a un condensé total d'une batterie allemande. On a les cuisines, la cantine, donc les réfectoires, les lieux de vie pour dormir, donc les baraques. On a un théâtre, il faisait cinéma aussi. Les batteries de canons, les soutes à munitions, on a tout sur place. Voilà l'infirmerie, qui est relativement intacte, hein, qui n'est pas trop à parler. Des bouts de cuisinière, je sais pas quoi. Oui, il y a encore du carrelage. Alors c'est pareil, le carrelage, il était standard. Hein. Ce type de carrelage, que vous soyez du côté de Calais, du côté de Bayonne, ou sur l'île de Ré, ou en Bretagne, c'est le même. C'est époustouflant. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à trouver ça ici. Enfin, je veux dire, à quoi 2 km de chez nous. C'est ce qu'on appelle une caponnière, c'est-à-dire que là, il y a un volet qu'on ouvrait et on pouvait sortir une arme automatique style mitrailleuse, par exemple, pour empêcher l'intrusion où vous êtes là. C'est-à-dire qu'on pouvait, à un coup de rafale, on empêchait les gens de pénétrer dans le blocos. C'est vrai que quand c'est des doubles portes que c'était la chambre des munitions. On m'a dit que chez nous c'était la chambre des munitions. Là, non, c'est le choix allemand. Hein. Ils sont souvent un double battant. Alors celui-là, il est de type 502. Ça, c'est les couchettes. Hein. Il reste un support de couchette. Donc en fait, la couchette, elle était comme ça. Elle était au niveau largeur. Hein. Elle n'était pas grande. Hein. Tension au puisard. Donc là, une pièce, 10 soldats. Donc imaginez là-dedans 10 personnes en permanence. Hein. 10 personnes avec matériel, casque, fusil, masque à gaz, nécessaire de couchage, la table, des tabourets. Männer, es war ein langer Krieg. Et la petite porte là, c'est une issue de secours. Voilà. Donc tout simplement un puits. Là, il est maçonné, là, donc on casse la maçonnerie, on dégage tout ce qui est derrière, c'est du sable, on passe par là, il y a des échelles, et on ressort à la surface. Cette visite a une résonance particulière pour ses propriétaires de blocos, surtout pour Monique. Cette Alsacienne, octogénaire, a connu la guerre. Vivre dans un blocos est pour elle loin d'être anodin. Ben oui, je me suis retrouvée en 1945 sans rien, juste avec un petit sac à dos dans lequel il y avait un change pour enfants, un couvert en argent parce que ma mère trouvait que si on devait se sauver, il fallait manger correctement. Et c'est tout ce qui nous restait, tout le reste. J'avais enterré mes jouets dans la cave et tout a brûlé. Donc pour moi, les Allemands, c'est quand même ceux qui ont détruit mon enfance. Drôle de pied de nez à l'histoire, Monique vit aujourd'hui là où habitaient ses ennemis d'hier. Sur l'île de Ré, le mur de l'Atlantique a pris tout son sens. En tout, 200 blocos y ont été construits. Ils n'ont servi à rien, à part de fantastiques décors pour le film Le jour le plus long. Le blocos donc, de ma grand-mère, qu'elle avait juste repeint en blanc. Pendant l'hiver, s'est retrouvée peint en gris. Et elle est rentrée en début de saison et a trouvé son blocos transformé. C'est comme ça qu'elle a su qu'il avait servi pour le tournage. L'île de Ré a inspiré Daryl Zanuck, le réalisateur du film. Voici le blocos de Leïla et Joël, version camouflage. Et la jolie plage de la Conche en mode débarquement.
Eh bien bonjour. Winston est le voisin de plage de Leila et Joël. En 1945, l'État français a donné ce blocos à un pêcheur de l'île pour le remercier d'avoir signalé à la résistance les allées et venues des sous-marins allemands vers le port de La Rochelle. Oui, on voit pas que c'est un blocos comme ça, mais dedans vous allez voir, ça se sent. Petite précision, voilà. Winston, le nouveau propriétaire, est architecte. Waouh! Voilà. Ah oui. Donc ici, on a vraiment remis en état d'origine au maximum, donc les grandes tôles métro. Et donc ça, on a 2 cellules comme ça. Impressionnant. Et ici, si vous voulez, c'était le lieu commun où ils mangeaient. Et puis vous avez gardé l'aspect brut. Nous, on a j'ai tous fait sabler pour retourner au béton, et je voulais garder le béton parce que c'est extrêmement facile pour des petites résidences secondaires, ça n'a plus d'entretien. C'est une fois et c'est terminé. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, c'est 2 styles différents. Complètement différents. Ouais, nous, on a plutôt cherché à cacher le fait que c'était un blocos ou un bloc plage, comme disait ma grand-mère. De l'intérieur. De l'intérieur, oui. Ouais, même de l'extérieur avec l'enduit. Et ici, par contre, enfin, je veux dire, cet aspect-là est mis en valeur et esthétiquement, c'est très joli en fait. Hein. Très réussi, ouais. Et alors là, vous avez réutilisé une niche existante, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce sont des niches qui sont assez communes dans tous les blocos. Et là-dedans, s'encastraient des armoires standards allemandes pour les armes ou pour les outillages, si vous voulez. Et donc, on a récupéré ce petit creux. Et nous, tout centimètre carré est important. Donc, on a fait un petit rangement. T'en rêverais, hein? Une grande baignoire, mais un tout petit évier, vous avez vu. Oui. On n'a pas beaucoup plus grand. Évidemment, tout le monde a voulu jeter un œil sur le blocos de l'autre. Le fort du Martret a ouvert ses portes à tous ses propriétaires de petits morceaux d'histoire. Tous nous ont fait découvrir une autre île de Ré, loin, très loin des clichés. Nous sommes dans le modèle réduit. Vous, c'est... Écoutez, ça relais château. Hein. Ce qui m'impressionne, c'est aussi l'imagination des hommes pour aménager ces pièces, quoi. On a vu trois endroits différents, avec 3 aménagements différents et 3 styles différents, et chacun s'y sent bien, quoi. C'est personnel et c'est super chouette, quoi. Ouais, je pense que c'est sûrement une ouverture d'esprit vers des lieux où c'est pas banal d'être, quoi, je crois, hein, et d'y sortir bien. Donc c'est des gens qui, on sent qu'ils investissent le lieu, ils l'accaparent, c'est pas des critères standards, donc c'est des gens de caractère, quoi, je trouve, tous. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ne leur faites pas l'affront de leur demander si leur petit coin de paradis est à vendre. Même sur l'île de Ré, il y a des choses qui n'ont pas de prix.